L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous réunir autour de cette table avec des gens qui font du bien et qui se sont donné le mot pour vous rendre la vie plus joyeuse et plus douce, comme ce musicien des glaces qui envoûte, qui apaise en samplant la voix des glaciers dont les gouttes hypnotisantes crient le message de l'urgence climatique, comme ce coureur des sables dont le sourire immense efface les grimaces de l'effort qui porte la flamme de sa grande cause, le handicap, et puis des sorties par milliers depuis 17 ans pour les tout-petits jusqu'aux ados. Le mini-zoo fait grandir les Isérois, quelles que soient leurs envies et celles de leurs parents. Et derrière ce magazine qui est un véritable service public, une toute petite équipe et surtout une grande femme, Hélène Jusselin, bienvenue. Bien, bonjour. On est très contents. Qu'est-ce qu'on serait sans Hélène et sans le mini-zoo quand on a des enfants? Rédactrice en chef de ce magazine des sorties qui fait chaque jour la promotion du territoire vu d'en dessous, de moins d'1,40 m si possible. Et on va tout savoir sur vous cette fois. Merci d'être là. Merci. Et vous avez le blues à l'heure d'hiver. Voici Yacine. Bonjour. Yacine, c'est une tempête solaire. Il paraît qu'il y a une tempête solaire en cours. Je pense que c'est vous qui l'avez initiée. Ouais. Vous êtes un coureur solaire de l'extrême, dans le désert. Oui. Et vous avez porté la flamme comme un retour de flamme, alors que vous vous battez pour la promotion du handicap, entre autres. Entre autres, ouais. Et avant d'ouvrir grand notre cœur avec vous, on va ouvrir grand les oreilles et les yeux pour une expérience sensorielle exceptionnelle. Cet homme que vous voyez, il s'appelle Aurélien Buiron. Il va vous transporter dans un univers glacial et pourtant si apaisant. Ghost in the Loop, c'est Tout à votre fait. nom d'artiste. Oui. Et ça veut dire fantôme dans la boucle. Oui, tout à fait. Pourquoi? C'est des sons très fantomatiques. Alors, le nom Ghost in the Loop a une racine bien plus personnelle, on va dire, parce que c'est le mélange de deux œuvres qui m'ont profondément marqué. L'animé Ghost in the Shell. J'ai cru Ghost, le film avec Patrick Swayze. C'est un animé qui explore la relation entre l'homme et la machine et où commence l'humanité avec les intelligences artificielles. Ghost in the Shade. Ghost in the Shell. Shell. In the Shell. Et le roman Tales from the Loop de Simon Stallhag. Donc j'ai mixé ces deux noms pour faire Ghost in the Loop. Oui, alors finalement, ça vous va bien parce que vous parvenez finalement à capturer des voix qui semblent fantomatiques. Vous capturez, vous amplifiez ces sons. Vous installez un matériel bien précis au cœur des glaciers. Là, on est où? Là, on est au glacier de Zinal, en Suisse, dans le Valais. Et cet appareil, donc c'est une console que vous avez ici, là, devant vous. Ouais, en fait, c'est un synthétiseur modulaire. En fait, donc c'est un synthétiseur. Et le but du synthétiseur modulaire... Oh, regardez, levez-le, voilà. Voilà, c'est chaque module est indépendant. Et en fait, je peux choisir exactement ce que je veux mettre dans un boîtier. Et ça en fait un instrument de musique personnalisé. Donc j'ai fait ce synthétiseur modulaire, entre autres, pour pouvoir... exploiter le son que je vais capter grâce à des micros spécifiques, comme le son de la glace, par exemple. Voilà, alors là, vous êtes au cœur du glacier. Vous êtes dans une grotte de glace? C'est dans une grotte de glace, ouais, qui est formée en fait par une rivière sous-glaciaire en fait, qui sort du fond du glacier, qui tous les étés, avec la fonte, fait monter le niveau de l'eau, et c'est ce qui sculpte en fait cette immense grotte de glace. Et on peut aller l'explorer en hiver, parce que sinon le niveau de l'eau est trop haut en été en fait. Et là, votre démarche, c'est de se poser, de mettre des micros un peu partout autour de la glace, ou c'est vous changez parce que c'est hyper sensible comme ouais, c'est très matériel. sensible. J'utilise plusieurs types de micros, donc là j'en ai emmené un, c'est un micro sismique. En fait, c'est un géophone. C'est un géophone, voilà, ça enregistre les vibrations qu'il y a dans le sol. J'utilise aussi des hydrophones, des micros qui vont dans l'eau. Des micros de contact, donc c'est un peu un hybride entre les géophones, les hydrophones, ça se met sur les parois. Et j'enregistre dans un enregistreur numérique. Voilà, donc je peux brancher les micros dedans. Il y a des micros qui me permettent aussi d'enregistrer les ambiances du glacier. Mhm. Et soit je les enregistre directement dans l'appareil pour pouvoir faire écouter ce que c'est que le son d'un glacier brut sans trop de modifications, ou alors je fais carrément du sound design et de la création sonore
à partir de cette matière-là. Mais ça veut dire que vous aviez déjà été au cœur d'un glacier, vous avez entendu des choses que vous vouliez amplifier. Pourquoi cette démarche-là? Non, c'était la première fois que j'allais dans un glacier. La première fois, c'était en 2023, pour l'album Le Chant de la glace. En fait, j'ai toujours été attiré par le mélange de la nature et de la musique électronique, parce que je trouve que ça se marie vraiment merveilleusement bien. En fait, les machines qui sont assez parfois rigides et un peu froides, les mélanger au son de la nature, ça peut vraiment créer un mélange super intéressant. Et les glaciers, parce que c'est un environnement qui m'intriguait et que je connaissais pas du tout, et je voulais, moi, déjà le découvrir. J'ai toujours été sensible par le réchauffement climatique et la disparition des glaciers, et l'opportunité d'y aller, d'écouter le son de la glace et de pouvoir le transmettre en musique. Pour moi, c'était l'opportunité en fait parfaite. En fait. Ah bah, on va l'écouter, ouais, justement. On va écouter ce glacier. Écoutez-le. Là, Aurélien, qu'est-ce qu'on entend? Alors, en fait, on entend le son de l'eau qui donc passe dans des couches de glace. Ces fluctuations sonores, elles sont enregistrées par mes micros de contact et mes hydrophones. On entend le crépitement de l'eau, les petits sons un petit peu glacés. Ces sons passent dans mon synthétiseur modulaire. Et là, mon synthétiseur modulaire a deux fonctions, c'est-à-dire qu'il enregistre le son du glacier et il le synthétise. On entend un petit peu ces mélodies de synthétiseur en fait. Donc c'est le son du glacier qui passe dans un module, qui synthétise, qui fait de la musique. Et les fluctuations sonores du glacier sont enregistrées par un autre module qui vont générer des mélodies. Donc non seulement le glacier joue la mélodie, mais le son du glacier est aussi transformé en synthèse sonore. Ça veut dire qu'il y a un son. Vous arrivez justement à transformer ce son qui est naturellement émis. Ça correspond à quoi? C'est un souffle contre une paroi qui va... Non, là, c'est vraiment les fluctuations de l'eau de la rivière sous-glaciaire qui sort en fait, du fond du glacier, qui passe sous des grandes couches de glace. Et en fait, j'enregistre les fluctuations sonores qui tapent. En fait, c'est l'eau qui tape contre la glace. Et il y a un hydrophone qui est dans l'eau qui lui enregistre le son de l'eau. Donc c'est un mélange de deux signaux en fait qui crée cette espèce de symphonie sous-glaciaire, on va dire. Voilà. Et puis vous tapez un petit peu aussi parfois dessus avec un petit matériel. C'est vous. Oui, après parfois je m'amuse. Je m'amuse aussi. Parfois je m'amuse à provoquer un petit peu le glacier, aller chercher des textures en bougeant la glace, en faisant craquer tout ça. Ouais. C'est un terrain de jeu exceptionnel en fait. Ça s'appelle melt, qui veut dire fondu. Ouais, c'est ça. Et c'est le message qu'il faut percevoir, en fait. Est-ce que c'est comme si le glacier grondait son message? Ouais, en fait, au début, j'avais pas non plus vraiment volonté de faire un album profondément engagé sur l'écologie. Je savais que le message allait forcément passer à un moment ou à un autre, parce qu'on peut pas enregistrer un album dans un glacier sans parler de ça. Je trouvais ça important, mais je pensais pas que ce que j'allais entendre, en fait, dans le glacier, et comment ça allait ressortir en post-production allait être si puissant en fait. Et c'est à partir de là où je me suis dit mais il faut vraiment enfoncer le clou jusqu'au bout et parler du réchauffement climatique à travers cette démarche qui est un peu plus poétique, on va dire. Qui est belle, c'est un message c'est faire passer une urgence à travers cette beauté sonore, cette poésie, cette beauté. C'est une manière aussi de voir ce glacier beau et à vouloir choquer les consciences avec cette beauté. Et c'est difficile, je voulais pas non plus minimiser l'effet du réchauffement climatique sur les glaciers, quelque chose de trop poétique. Il y a des morceaux qui sont un peu plus sombres, il y a des morceaux qui ont de la texture un peu plus, qui sont un petit peu plus impactants. Donc l'album dans son ensemble, je le voulais pas non plus trop poétique et tout va bien, le glacier fond pas. Non, je voulais quand même qu'il y ait un message important. Mais il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose, voilà. Et il fallait trouver le juste équilibre entre proposer quelque chose de poétique et d'immersif, mais aussi faire passer le message en disant voilà, on a encore la chance d'avoir les glaciers, ils sont en danger, et comme l'a dit la glaciologiste Heidi Sylvestre, tout n'est pas encore perdu, on peut encore agir pour essayer d'en sauver le plus possible. Bien sûr. Pas tous malheureusement, mais quelque chose peut être encore fait et il faut saisir cette opportunité en fait. Bien sûr, vous parlez d'un album, c'est un nouvel EP que vous... Ouais, j'ai sorti Le Chant de la glace en 2023 et là j'ai sorti Cryosphère en 2024,
Ça commence par Cryosphère, voilà. Et, ouais, donc, et qui est en partenariat avec la fondation Earth%. Et donc je reverse 50% des bénéfices des ventes de cet album à cette fondation qui soutient des causes environnementales dans le monde. Donc là, c'était vraiment... Ah, mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas qu'un message, finalement. Ouais, voilà, c'est qu'il y a une véritable action. Et en plus, quand on dit que ça fait du bien, vous savez, c'est très à la mode, vous savez, de parler comme ça, de faire des... Là, il va pas être content, mon ingé son, c'est affreux. Mais c'est ça s'appelle l'ASMR, hein, c'est ça. Ouais. C'est presque l'ASMR produit par les glaciers. Ouais. Et oui, bon, ce qu'on n'entend pas non plus, c'est votre souffle à vous, parce que c'est quand même très puissant. Et donc, il faut pas qu'on vous entende vous, finalement. Et sauf que vous avez parcouru tout ça. C'est que vous n'y allez pas. C'est pas une dépose en hélico que ah non, là, ça serait pas très cohérent avec le projet. Donc, il faut. Vous les connaissiez avant d'aller les enregistrer, ces glaciers? Non, c'était vraiment la première fois. J'avais jamais mis les pieds dans un glacier avant ce moment-là. Et alors, j'y suis pas allé, la fluorofusion. Vous êtes plutôt originaire du Nord-Isère, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, et donc, je me suis quand même mis en contact avec un guide de haute montagne sur place, de Into the Nature en Suisse, qui m'a guidé, qui m'a dit, voilà, vous pouvez passer par là, s'il y a des risques d'avalanche, faut pas passer par ici, etc. Donc voilà, je me suis quand même renseigné. Vous êtes accompagné quand même. J'étais pas accompagné par le guide, mais disons qu'il m'a expliqué en amont où est-ce qu'il fallait passer. D'accord. Parce on va pas dans un glacier comme ça, il faut faire attention, c'est dangereux quand même. Bien sûr. Et vous avez développé une fascination pour ce glacier, presque comme s'il était incarné. Ah mais c'était un électrochoc en fait. Quand on est face à autant de glace de manière pas modifiée par l'homme, c'est vraiment une grotte naturelle. C'est vraiment très impressionnant. C'est des dizaines de milliers de tonnes de glace qui sont au-dessus de nos têtes. Il y a tellement de nuances de bleu, il y a des millions de gouttes d'eau qui sont figées dans la glace. Il y a même des insectes qui sont un peu figés dedans. Des fois, on voit des petits moustiques, des petits insectes qui sont figés. Donc, c'est un environnement qui est fascinant. C'est fascinant. Oui, et c'est triste de se dire qu'ils vont disparaître parce que c'est tellement beau. Oui, puis surtout que encore une fois, cette notion de fantôme aussi, un fantôme revient après sa mort, donc il ne faut pas non plus voir les choses d'une manière aussi sombre non plus. Et l'image est là aussi pour accompagner votre son et pour accompagner cette beauté. Certains peuvent y croire d'ailleurs à ces fameux sons fantomatiques, hein, parce qu'on peut tout enregistrer. Oui, et certains pensent que il y a presque une dimension paranormale à vos enregistrements. C'est de la science, ça il faut le dire. Ah ouais, là c'est vraiment de la science, hein, vraiment purement et simplement c'est de la science. Ouais. C'est le glacier qui s'exprime à travers des micros, à travers de l'électricité, donc c'est vraiment technique. Oui, alors je vous avais même proposé d'enregistrer le son silencieux de notre plateau, c'est pas possible parce que ça va éclater. Avec les enceintes, ça va l'arsener avec le micro sismique, c'est très très sensible. Donc, mais si vous voulez écouter les sons du glacier, il faut aller écouter ma musique du coup. Oui. Sûrement. Alors, on vous a vu aussi également près d'un observatoire, l'observatoire du plateau de Bure, avec ces fameux... on est ici, le pic de Bure qui est donc juste au-dessus. Les grands espaces ne rendent pas forcément pareil, hein. C'est pas du tout les mêmes sonorités, mais ça vous intéresse aussi, les grands espaces? Ah ouais, bien sûr, oui. Et puis j'ai la volonté d'aller dans d'autres lieux, d'autres endroits, explorer d'autres paysages sonores, et de les transformer en musique d'une autre façon. Je tiens vraiment à expérimenter avec plein d'autres choses. La mer, le désert, par exemple, les océans. Enfin, vraiment, j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il y a aussi pour nous, donc pour vous, c'est magnifique, mais pour nous, c'est aussi une dimension très, très apaisante. Ouais. C'est un son qui fait du bien. Il y a des vibrations. Il y a, ça fait véritablement du bien au corps et à l'esprit. La guitare, vous jouez de la guitare aussi? Alors à la base, je suis bassiste et guitariste en fait. La production musicale, la musique électronique est venue un peu plus tard, très récemment en fait d'ailleurs. D'accord. On vous entend quand même faire de la musique aussi? La musique, pardon, c'est la musique des glaciers, la musique des espaces, mais... De la guitare, j'utilise parfois de la guitare. Après, dans mes enregistrements, en post-production, j'agrémente avec des instruments un peu plus traditionnels, on va dire. Bon, et on vous trouve sur les plateformes? De partout. Partout. Sur YouTube, Ghost in the Loop. C'est ça. Voilà. Aurélien Buéron, on peut vous trouver aussi. Ça marche aussi. Pour ceux qui auraient du mal avec l'anglais. Ouais. Le son du désert, alors il est assez bruyant celui-ci parce que Yacine rit beaucoup et il frappe beaucoup le sol avec ses pieds. On l'écoute tout de suite. Ah, Yacine Zaoui. Ça commence bien. Zouaoui, Yacine Zouaoui. Oui, d'ailleurs, il y a oui dans votre nom. Oui, ça, c'est positif. Oui. Voilà, vous êtes un porteur de flamme. Vous l'avez de naissance, cette flamme sur votre visage autour de vous? C'est ce que mes parents me disent. C'est ce que ma mère me dit toujours. Toujours avoir le sourire. Donc voilà, j'essaye de le garder, même dans des conditions extrêmes.
Oui. Alors, puisque vous êtes un ambassadeur de notre territoire tel qu'on les adore, un échirolois joyeux, sportif, solidaire, vous courez par passion, et tant qu'à faire, vous le faites d'une manière très difficile, dans des conditions extrêmes, et vous mettez les autres dans la boucle, la solidarité comme un moteur. Et en plein cœur de l'été, vous avez participé à l'Ultra Mirage. Alors, l'Ultra Mirage, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà un exploit d'y aller, c'est un exploit d'y participer. Vous l'avez terminé, cette course, c'est dans le désert, 100 km à parcourir en moins de 20 heures. Vous l'avez terminé en 14h19, en battant de plus d'1 heure votre record, à peu près, voilà. C'était votre 4e participation, mais comment c'est possible, Yacine ? Exactement, la 4e participation, parce que déjà, quand on participe une fois, je pense qu'on tombe amoureux un peu du désert, on tombe amoureux de la course en elle-même. C'est en Tunisie. C'était en Tunisie, ouais, donc le pays natal de mes parents. Donc c'est un double challenge. Et la première participation, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, donc c'était ma 4e cette année, le 28 septembre, avec des conditions très extrêmes cette année. L'été quand même en septembre. Il fait combien ? Il fait 40 degrés dans le désert ? 42 degrés là cette année, en plein pic de chaleur. Et donc, ça marque beaucoup de personnes, beaucoup de coureurs. Mais oui, beaucoup de coureurs. Pardon, vous étiez 60 Français, vous êtes le 2e. Oui. 100 compétiteurs sur les 100 km, vous êtes 15e sur la ligne. Oui, c'est ça, même voilà. 14e même. 14e, ah ça y est, le classement a, le classement a été modifié par rapport aux balises. Ouais. Ah, c'est ça, parce qu'il y a du sable, il y a de la chaleur. Ah, il y a du sable, la chaleur. Encore cette année, le parcours, il était assez roulant parce qu'il a été modifié. Parce que juste avant la course, on a eu des tempêtes. Donc ça a inondé le désert, c'est ce qui est très rare. Et du coup, ils ont modifié le parcours, donc il était assez roulant. Mais sauf, c'est que ça tape sur les jambes. Et on a eu beaucoup de vent de face. Donc ça, c'était vraiment très dur justement à affronter le vent. Et à affronter la nuit. Et surtout la tempête. Ah, et la tempête qu'on a eue. J'ai passé le 82e kilomètre. La nuit, elle a commencé à tomber. Et puis là, on a eu une tempête de vent, une tempête de sable. C'était juste extraordinaire. J'avais peur que ma frontale s'éteignait, que j'avais plus de piles. J'avais peur de me perdre. C'est vrai qu'on voit que ça secoue derrière, là, en fait. Oui. Et encore le vent, là, il n'était pas très fort. Il est vraiment venu après. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un abri ? C'est un moment où vous pouvez vous poser pendant la nuit ? C'est le dernier checkpoint. Il était à 82 km. Donc, il y a 5 checkpoints dans la course. Et en fait, c'est un lieu où on peut s'hydrater, remplir nos gourdes, manger un petit bout et repartir. Repartir pour 18 km, là. Voilà, pour finir les 18 km, mais dans un état... Oui, vous ne marchez pas bien droit. Après, j'ai commencé à courir, là. C'était vraiment le fait de se lever de la chaise et partir, mais après, j'ai commencé à courir. J'ai pu dépasser une championne française qui s'appelle Eline De Souza. Ça m'a touché de la voir comme ça aussi combattre la tempête, quoi. Et du coup, après... Mais c'est ça qui reste, vous nous avez ramené des souvenirs. Ça, c'est un mirage ou pas, alors ? Non, ça, c'est pas un mirage, c'est les dégâts de la tempête qu'il y a eu. Donc, on voit qu'il y a encore un peu d'inondation. Voilà, ça, c'est un dégât de la tempête aussi. Vous avez des crampes. Ça, c'est un dégât de la course, de la tempête de la course. Oui, beaucoup de crampes. C'est après ou pendant la course, ça ? Non, c'est pendant la course, ça. Ça, c'était au 65e kilomètre. Oui, parce qu'on vous voit rigoler, mais c'est dur. Ouais, c'est très dur. Mais en fait, je garde le sourire pour les bénévoles, pour l'organisation, parce qu'ils sont tellement merveilleux. Ils mettent tellement leur possible, justement, pour pouvoir que l'organisation de la course se passe bien, que les coureurs qui viennent, parce qu'il y a plus de 23 nationalités, donc c'est des coureurs qui viennent du monde entier, donc il faut les mettre à l'aise, il faut, voilà, donc c'est garder le sourire, de ne pas être grincheux avec les bénévoles, parce qu'ils le méritent eux aussi. C'est vous qui êtes un mirage, en fait, Yacine. Voilà, on me le dit souvent. Vous êtes toujours comme ça ? Toujours. Ok. Toujours, donc, au pire, nous, si ça ne va pas, il faut paraître pour les autres, parce que les autres le méritent bien. Donc voilà, et puis je remercie beaucoup tous ces bénévoles et l'organisation pour nous faire vivre des moments extraordinaires. Bien sûr. Mais votre corps, il tient parce qu'il fait très chaud. Il fait très chaud. J'ai quand même fait beaucoup de choses cette année. Et après, ça demande bien sûr des entraînements.
Oui. Vous étiez marathonien? Qu'est-ce que oui, moi j'ai fait beaucoup de courses, beaucoup de marathons au Maroc, à Lausanne, en France, Marseille-Cassis. Je fais beaucoup de jouelettes aussi, des courses avec des jeunes en situation de handicap. Oui, c'est ça. Vous transportez les jeunes et vous courez avec eux. En montagne, dans des courses officielles aussi. Donc ça permet de ces jeunes-là de s'évader. Donc ça, c'est génial. Et puis voilà, donc l'entraînement, beaucoup d'entraînement. Une alimentation assez stricte, le sommeil. Donc là, pour s'entraîner pour des conditions de désert, c'est essayer de sortir l'été quand il fait chaud, entre midi et 14 heures, pour s'habituer à la chaleur. Là où nous, on évite, vous y allez, vous affrontez. Exactement. Mais ça ne s'improvise pas, ça vous êtes bien suivi aussi. Il faut beaucoup s'hydrater. Oui. Donc je suis suivi par un kiné, je suis suivi... oui, parce que le cœur souffre lorsqu'il fait plus chaud. Exactement. Donc juste avant de partir, j'ai fait un test d'effort à l'hôpital Sud, donc ça c'est très important pour le suivi. Et donc voilà, pour savoir mon corps, jusqu'où peut aller mon corps en fait. Et on ne connaît pas son corps justement. Donc là, on l'emmène au bout de ses limites et on se fait mal aussi. Donc ça, là c'est repos total. Là, le médecin m'a dit pendant 10 jours parce que j'ai fait ce qu'on appelle un stepping. J'ai le pied qui tape un peu, c'est dû c'est nerveux. Achille-lombaire un peu. Ouais, c'est nerveux un peu. Donc j'ai tellement forcé, mais là ça va repos. Et j'espère être prêt pour le marathon 1er décembre à Tunis aussi. Oui, bien sûr, vous êtes invité. Je suis encore invité par l'Office du tourisme, car j'ai été invité à l'Ultramirage par l'Office du tourisme tunisien. Donc ça, c'était un truc exceptionnel. Quand j'ai dit ça à ma maman, elle était fière que je sois invité. Donc je remercie Adel Mehni, c'est celui qui s'occupe des relations publiques de l'Office de tourisme. Et Marwa Djeleli, c'est celle qui s'occupe des événements sportifs. Donc, je les remercie pour l'invitation et de m'avoir permis aussi de faire mon action solidaire à Tozeur. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez rapporté quelques fournitures scolaires pour des jeunes en situation de handicap. Voilà, donc là, je suis à l'aéroport, donc je me fais accueillir par l'Office du tourisme. Donc là, c'est Marwa, où je vais lui montrer ma belle médaille des Jeux olympiques. Oui, car on se dit, mais pourquoi donc? C'est pas n'importe quelle fourniture scolaire que vous avez rapportée. Non, c'est surtout des fournitures scolaires de Paris 2024. Donc ça, c'était un truc qui me tenait à cœur. Oui, ça, c'est une espèce de petit trophée. Ça, c'est pas une fourniture scolaire, attention. C'est pas un rapporteur rond. Non, celui-ci, on le préserve. Donc ça, c'est un anneau de la flamme olympique. On va en parler dans un petit instant. Pour moi, celui-là. Voilà. Mais des fournitures scolaires des JO. Alors ici, c'est une école pour c'est une association qui s'appelle El Karma. Donc c'est une association qui s'occupe de jeunes en situation de handicap à Tozeur. Donc c'est une ville du sud de la Tunisie. Et donc voilà, on a eu la chance avec certains coureurs, des coureurs assez renommés, connus mondialement. Donc on a pu rapporter des fournitures scolaires Paris 2024 avec la collaboration de Adel. Et pour moi, c'était juste la veille de la course. Donc ça m'a tellement ému. C'est pour ça que je crois que j'ai tout donné le lendemain. Justement, le fait de voir le fils du président de l'association qui fait partie de l'école, de repartir avec les fournitures scolaires pour les donner aux enfants. Car on n'a pas eu l'autorisation de filmer aussi les enfants. Donc ça, il faut préserver un peu l'intégrité de ces jeunes. Des cartables, des stylos, des ciseaux, des cahiers. Et il n'y en a plus maintenant, on a tout pris. C'est pour ça que moi, la mienne, je la garde, celle-ci. Il y a la para aussi. Et pour eux, voilà, vous leur avez offert des friches. On a fait un échange de mascottes, donc la mascotte des Jeux paralympiques. Et leur mascotte, c'était un dromadaire, donc que je garde précieusement à la maison. On l'a vu sur c'était juste exceptionnel. Magnifique. Je remercie tous les coureurs d'avoir contribué à cette action. Et le lendemain, ça nous a fait une course.
c'était la cerise sur le gâteau et d'être ici encore mieux. Parce qu'avant, il y a eu une course beaucoup plus lente. C'était les 200 mètres les plus lents de ma vie, comme a dit votre... C'est ça, un collègue de France Bleu, je crois bien, qui avait écrit ça. Effectivement, c'est comme un retour de flamme. Hein. Vous avez porté cette flamme, c'était, alors non pas sur notre territoire, en Isère, qui n'a pas atterri, qui n'a pas accueilli le parcours de la flamme, mais à Romans-sur-Isère, au nom de toutes vos actions extrêmes pour notamment les enfants porteurs de handicap, pour la promotion de l'autisme, vous courez pourvu d'intégrer vraiment une cause, et votre cause, c'est la promotion du handicap et le soutien. Oui. Donc la promotion du handicap, surtout l'autisme, avec l'association Saisipa. Donc là, on voit les images... là, vous êtes là pour eux aussi. C'est-à-dire, c'est pour vous, mais c'est un peu votre cadeau quand même, ça. Ce qui est génial, c'est que beaucoup d'enfants sont venus me voir, beaucoup de jeunes d'Échirolles. Et c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. J'étais motivé. J'ai eu même un message de la Drôme, comme quoi j'ai fait le passage le plus solaire de Bourg-de-Péage et Romans-sur-Isère. Donc pour moi, c'était une grande fierté de la porter. C'est vrai. Donc je pense que ça se voit. Et surtout pour ces jeunes-là, notamment. Donc très content et très honoré qu'ils m'ont choisi, quoi. Bah oui, vous êtes une légende parmi d'autres légendes. Je crois qu'il y avait Philippe Saint-André aussi, légende du 15 de France. Oui. Et puis vous prenez le temps de faire coucou, ça c'était avant ? Ça c'était juste avant, donc on a l'autorisation de sortir du cadre, parce que c'est très cadré comme vous le voyez. De dire un peu bonjour à la famille, bonjour aux jeunes qui sont venus me voir. Et c'est aussi leur rendre la monnaie de la pièce. Et à qui vous l'avez donné, la flamme ? À la flamme, je l'ai donnée à un magicien. À Dany Larry. C'est trop marrant. Un magicien... il nous connaît bien ici, c'est un habitué de... Figurez-vous qui m'a dit, je ne sais pas ce que je fais moi là en dernier, parce que lui c'était le dernier, moi j'étais l'avant-dernier. Et juste avant, il y avait Philippe Saint-André, un homme magnifique, un personnage très emblématique. Et Dany Larry m'a fait rire parce qu'il m'a dit « Mais normalement, c'est toi le dernier, c'est pas moi. Regarde mon ventre. » Mais c'est pour tout le monde, la flamme. Non. Franchement, ce qu'ils ont fait bien dans le relais de la flamme olympique, c'est la diversité donc, des porteurs. Donc ça, c'est génial d'intégrer des jeunes comme moi, d'intégrer des artistes, des sportifs, des personnes en situation de handicap. Donc c'est ce qui reflète un peu en ce moment la France. Et c'est ce qui a fait la beauté de ces jeux aussi. La beauté de ces jeux, et c'est ce qu'il faut mettre en avant, le positif de ce relais. Et je pense que la France, elle en a bien besoin en ce moment. Oui, la France, les territoires, vous savez que le monde ne va pas très bien. Oui. On essaye avec vous avec vous, grâce à vous aussi. Le monde va bien. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces jeunes qui peut-être ont des doutes, qui n'ont pas confiance, qui ont peu d'espoir, qui perdent pied? Il y a vraiment beaucoup d'énergie ici tout autour de nous. Quel serait votre message? Bien sûr, j'ai eu la chance d'intervenir beaucoup dans les écoles cette année. Donc, le message, moi, c'est vraiment de garder espoir, de faire une pratique sportive. Je leur dis souvent qu'il n'y a pas que le foot aussi. Et de croire en soi, justement, c'est très important. Et suivez votre instinct, suivez vos désirs, faites ce qui vous plaît, ça, c'est très important. Et surtout, dépassez-vous. Éviter un peu les écrans, éviter un peu de rester à la maison cloîtrée, communiquer autrement que les réseaux et communiquer, pourquoi pas, avec le sport. Il y a des jolis sports d'équipe, il y a des jolis sports individuels qu'on peut pratiquer aussi en groupe. Donc, allez-y, n'ayez pas peur et donnez tout. Voilà. Tout part de là aussi, tout part du cœur avec vous. Tout part du sourire. Et qu'ils aillent frapper à votre image. Voilà, il faut frapper à votre porte aussi. Voilà. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à venir me voir. Si vous avez besoin de n'importe quoi, d'une solution, d'un truc que je peux vous apporter et d'un bon moment manière, déjà. Et déjà d'un bon moment. C'est ça, exactement. Comme on le passe avec nous, avec vous. Merci beaucoup, Yacine, merci encore beaucoup. Une fois. Et puis un conseil aussi, ils peuvent avoir ça dans les mains. Parce qu'avec ça aussi, la vie est belle. Alors
Alors, pas trop d'écran, comme vous le disiez, si ce n'est le nôtre pour vous rencontrer. Oui. Et aussi, pas trop d'écran, si ce n'est le site internet du Minizou. Hélène Jusselin, vous qui avez fait grandir des enfants et qui avez donné des repères à... C'est presque une génération de parents maintenant. C'est vrai qu'être parent, ça ne s'apprend pas. On ne sait pas toujours que faire, où aller, qu'est-ce qui va leur plaire, qu'est-ce qui peut sensibiliser nos enfants. Mais vous êtes arrivé avec le Minizou. Non, vous êtes arrivé avec celui-là. Avec Regardez, celui-là, le numéro 1. Alors, je ne sais pas où est la caméra. Il est là, mais il est là, il est devant vous. Ouais. Ça, celui-ci, 2007, voilà, un C'est ça. premier Minizou avec un dossier sur les pistes de luge. Oui, parce que qu'est-ce que c'était l'idée? Que faire en famille? Comment apaiser les soifs de découverte de nos enfants? Alors, l'idée, c'était même de favoriser le temps passé avec ses enfants, en me disant que quand on est une famille, on a du temps qui passe aux courses, au ménage, aux devoirs et des choses pas toujours sympas. Les contraintes. Voilà, et donc l'idée, c'était de faciliter la vie des parents pour sortir et passer un bon moment ensemble. Le temps positif aussi, comme Voilà, on dit du bon aussi, temps. du temps quoi. de qualité. Voilà. Et donc la nouveauté, c'était que le Minizou, c'était que de l'annonce. C'est-à-dire, on n'était pas informé de ce qui s'était passé hier, mais on était informé de ce qui allait se passer demain. Et donc l'idée, c'est de pouvoir s'organiser et de se dire, bah, tiens, je vais aller à ce festival, je vais faire cette balade, je vais aller voir ce film, faire cet atelier, voilà. L'idée, c'était tous les goûts, faciliter c'est-à-dire la vie des parents. Culturel, sportif, découverte, des mondes de poésie, des mondes de nature. Oui, et l'idée, c'était d'être que sur l'Isère, d'être un journal de proximité. Mais ça n'existait pas. Ou alors un petit peu ponctuellement. Alors, il y ça avait pas existait mal de ailleurs en choses. France, Oui. un petit peu, à Lyon, à Paris, et pas encore chez nous. Il y avait des choses aussi qui pouvaient s'en rassembler. En fait, finalement, vous vouliez un guide qui rassemble toutes les initiatives, qui rassemble tout ce qu'il faut découvrir, sauf que vous êtes toute seule. Mais alors, comment vous avez fait aussi là dès le début? Parce que 2007, bon, ça va, il n'y avait pas encore la fibre, mais c'était pas évident pour avoir des actus très à jour, pour Alors, avoir ouais. l'efficacité aussi du réseau. Voilà, Comment j'ai ça tendance à dire fonctionnait que moi, je suis assez papivore, donc j'ai beaucoup collecté d'informations, de papiers, et puis je suis beaucoup sur le terrain, donc je rencontre les gens, je discute, et souvent, quelqu'un qui a un projet, bah, souvent, il a un deuxième projet ou il a une idée, donc c'est vrai que je prends des notes en me disant, bah, tiens, dans 6 mois, je vais rappeler Yacine, parce qu'il va peut-être faire une sortie en Joëlette avec des enfants à la montagne, ça va peut-être être un sujet, voilà. Et donc, au fil du temps et des rencontres, on a des idées qui nous sont proposées. Vos inspirations, vos idées, Hélène. Aussi, pas toujours. Après, il y a des gens qui m'écrivent, qui me font des propositions, donc c'est sympa. Les lecteurs qui me disent où est-ce qu'on peut aller danser. Mais ça part d'une expérience personnelle? Oui, moi j'ai 3 enfants. Nous avons 3 enfants. Je ne les ai pas faites toutes seules. Et donc, j'aimais bien aller au spectacle avec nos filles. Et c'était pas toujours facile de trouver l'information. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, On va le faire, on va le lancer. faire. Et j'étais journaliste de métier, donc presse écrite. Et j'adore la presse écrite. Donc, je me suis dit, je sais faire ça, faisons comme ça. Il faut qu'on ait toujours cette chose. C'est vrai qu'Internet, en 2007, prenait beaucoup de place, beaucoup d'importance. Et vous, c'était important de garder ce rapport au papier. Et puis, au fil des années, donc on le rappelle, 2007, ici, c'était la luge, vous avez vu évoluer les besoins, vous avez vu évoluer les activités. Quel regard, en fait, avec le prisme de ce mini-zoo, est-ce que vous avez sur les activités dédiées à nos enfants en famille? Alors au début, c'était plutôt la surprise, c'est-à-dire que les gens n'imaginaient pas qu'il y avait autant de choses pour les enfants, autant d'espaces, autant de lieux, autant d'ateliers. Après, je pense qu'il y a une grande période où c'était beaucoup des ateliers pour les enfants. Et aujourd'hui, on est sur du vivre ensemble. C'est plutôt des ateliers par enfant, des temps en famille, des défis en famille, des jeux en famille. On est plutôt sur vraiment du vivre ensemble. Ramener la famille, on va dire, au cœur de nos valeurs aussi? Je ne sais pas si c'est au cœur, mais en tout cas, c'est pas... je pose mes enfants à une activité et je m'en vais. J'ai envie de passer un temps avec mon enfant. Je l'ai fait avec. Oui, je trouve que c'est plus fréquent. Et voilà, les activités sont diversifiées en ce sens-là. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des activités nature, il y en a quand même énormément. Au bout d'un moment, c'est un peu du réseau, ça revient. Certaines, chaque mois, chaque saison. Alors, j'aimerais être chez vous pour voir si vous avez des petits post-it un petit peu partout. J'ai des post-it, j'ai surtout une grosse pile d'idées, de sujets, et puis beaucoup de boîtes avec du papier, avec des idées de randonnée, des guides. Voilà. Après, la nature, elle est tellement fabuleuse ici que oui, je pense que j'ai pas fait le tour et je n'aurais jamais fait le tour.
Non, il y a vraiment beaucoup de ressources ici. Alors, il faut faire le tour des livraisons aussi, puisque ça, c'est ce qui arrive. Ça arrive chez vous, tout ça? Oui, ça m'amuse toujours. Donc, le mini-zoo, il est tiré à 26 000 exemplaires. Donc, ça représente 3 palettes. Voilà. Et c'est du bonheur aussi de les voir donc, arriver. ça, c'est quand je les prends et que je les mets dans le coffre. Voilà, ça m'amuse de montrer parfois, d'ouvrir le coffre. Enfin, je pense qu'on n'a pas toujours l'idée de ce que ça peut être 26 000 exemplaires. Bon, là, il y en a à peine 10 000 dans le coffre. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir ce volume et puis d'aller les poser un petit peu partout pour que les gens le trouvent facilement. C'est vous qui faites les petites tournées? Alors, je fais une petite partie de la retournée et j'ai un distributeur qui s'appelle Géodiffusion, qui est super, qui travaille super bien. Et donc, c'est un vrai partenariat parce qu'un journal, vous avez beau l'écrire, s'il n'est pas diffusé, ça ne sert à rien. Donc, c'est un partenaire très précieux. On ne peut pas faire les boîtes aux lettres? C'est compliqué? C'est plus cher. C'est plus cher, donc il faudrait produire un peu plus. Mais et de toute façon, les boîtes aux lettres, c'est plus autorisé aujourd'hui. Il y a le oui pub dans l'agglo. Il y a le oui pub. Donc c'est autorisé si on est favorable et non pas l'inverse. Mais de toute façon, Internet aussi est venu vers vous et s'est imposé, bien sûr, et incroyablement bien fichu, pardon, mais c'est un hommage aussi qu'on vous rend ici aujourd'hui pour toutes les activités qui sont à la fois permanentes, pour toutes les idées de sortie. Vous avez même une page pour les ados. Vous avez, voilà, il y a même une rubrique conte, il y a une rubrique château, il y a des rubriques sportives, mais comment faire le tri? Et pourtant, vous le faites, ce tri. Et il y a une rubrique anniversaire qui est très consultée. Elle est en haut à droite. Les anniversaires, ça revient tous les ans. Donc voilà, il y a une rubrique avec pas mal d'idées pour les anniversaires. C'est-à-dire l'anniversaire de son enfant. Où est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire de son enfant, en fait? Soit on le fait à la maison, voilà, mais on peut le faire avec des chevaux, on peut le faire au musée, on peut le faire à la patinoire. Enfin, il y a plein d'idées. Donc, c'est toutes ces structures qui spécifiquement dédient un temps pour les anniversaires. C'est ça. Et puis, donc sur la page d'accueil, il y avait aussi... On peut le revoir, la page d'accueil, d'ailleurs, oui. Un petit mémo que je fais, voilà, pendant les vacances, là, il y a le petit escargot. Voilà, ça m'amuse de proposer aux parents une idée pour chaque jour des vacances. Voilà, donc ils peuvent le mettre sur le frigo puis se dire que, voilà, de toute façon, il n'y aura pas un jour où il n'y aura pas une idée. Donc, ils sont sauvés pour les 15 jours des vacances. Voilà, c'est pas exhaustif, mais c'est amusant de le faire et de le proposer. Oui, c'est amusant, mais n'empêche, vous êtes toute seule. Alors, vous avez une petite équipe, vous avez un graphiste aussi? Un graphiste, donc le diffuseur qui est très important et l'imprimeur. Et vous avez la main sur votre site, puisqu'il faut en permanence tout à fait. le remettre à jour avec toutes vos idées qui décidément foisonnent. Vous êtes encore surprise aujourd'hui par... Moi, je suis épatée par la créativité des gens, leur capacité de se lancer, d'avoir des idées, de proposer... c'est souvent des porteurs de projets individuels et ça part d'eux, ça vient de leur cœur, comme on disait tout à l'heure avec Yacine, et c'est formidable. Enfin, il y a vraiment des projets tellement variés. Et puis ce qui est intéressant, maintenant que je suis un petit peu vieille, que le journal a plus de 15 ans, c'est de voir les gens aussi, des parcours. Comment ils ont commencé, comment ils ont évolué, où ils sont aujourd'hui. Non, c'est super. J'ai vraiment beaucoup de chance. D'où la rubrique ado aussi, parce qu'on a du mal à se défaire des enfants. On a besoin de les voir grandir aussi, de continuer de les accompagner. Donc avec ces fameuses publications du mini-zoo. Zoo, pourquoi zoo? Zou, comme les zouzous. Non, les zouzous, les petits zouzous. Un petit dessin animé, c'est un petit zèbre qui s'appelle Zou aussi. Eh ben merci Hélène, avec on a plaisir. tellement à vous demander encore, forcément. Donc là, en ces périodes Halloween, vacances de la Toussaint, vous devez être encore submergé, mais toujours émerveillé, on a compris, par toutes ces idées. Donc le mini-zoo un petit peu partout dans les commerces, sur Internet aussi. L'Office de tourisme? Ah bien sûr, et surtout les bibliothèques, c'est des grands partenaires aussi. Oui, et je suis sûre d'ailleurs que le mini-zoo doit aussi donner des envies de créativité et que l'un dans l'autre, vous arrivez aussi finalement à créer des activités pour les enfants, juste en donnant ce service-là. Merci Hélène. Merci. Bon, on vous garde d'ailleurs, on a des petits coups de cœur. Qu'est-ce qu'on a? On retourne dans les glaciers. On retourne dans le glacier avec, mais pas avec vous. Et non. Qui c'est? Pali Meursault? Pali Meursault, ouais, c'est un musicien de l'horizon grenoblois qui a enregistré les glaciers pendant plusieurs années, donc plusieurs glaciers de la région Rhône-Alpes, et qui a fait un album de performance. Il fait d'autres choses aussi, mais en tout cas, moi j'ai été marqué par son album Melt. D'accord. Donc c'est lui qui vous a inspiré? Non, je l'ai découvert après. Ah,
Ah d'accord. Vous allez découvrir que vous n'étiez pas tout seul. Mais oui, donc j'étais super content. Donc voilà, je recommande fortement son travail, c'est incroyable. Voilà. C'est vrai, c'est top. Effectivement, Pali Meursault, il s'appelle. On peut trouver ça aussi sur YouTube. C'est sympa de faire la promo aussi de quelqu'un qui fait ce que vous voulez. Nous aussi, on peut faire la promo pour d'autres chaînes locales s'il y en a à Grenoble, mais on est tout seul. Mais c'est vrai que la musique n'est pas une compétition, donc voilà. C'est sûr. Plus on est, plus c'est complémentaire. Vous nous envoyez dans une bibliothèque, bien sûr, Hélène. Oui, moi je suis... Une librairie, pardon. Une librairie, c'est la librairie Abracadabra à Voiron. C'est plus qu'une librairie, c'est un lieu de vie avec un café, des ateliers de langue. Et c'est donc une librairie qui propose des ouvrages du monde entier, plus de 30 langues différentes. Donc ça, je trouve ça fabuleux. On n'a pas besoin d'aller voyager au bout du monde. On peut juste voyager en allant prendre des livres. Il y a aussi des livres audio, il y a aussi des jeux dans des langues étrangères. Et il y a des cours de langue, il y a plus de 10 langues différentes enseignées. Il y a des cafés pour juste échanger, discuter. Non, c'est super sympa. Il y a une équipe super sympa et une équipe multiculturelle. Il y a ça aussi Ah dans oui, moi, cette librairie ou pas? Ouais. Non, c'est Picobog. Alors moi, je suis une fan de ce petit héros roux qui est ébouriffé, qui a des échanges fabuleux avec ses parents et moi surtout avec son prof de sport. Il ne veut jamais faire du sport. Voilà, c'est dans la même veine un peu que Mafalda. Voilà, c'est des petits héros qui ont un regard un peu cynique et rigolo sur le monde. Parce qu'on ne pouvait pas vous demander qu'un seul coup de cœur, c'est sûr, avec tout ce que vous avez. Il n'y a que des coups de cœur d'ailleurs dans le mini-zoo. Et puis nous, le coup de cœur, ça peut être le mini-zoo de Yacine. Mais ça peut être aussi le parc des sports des Chirolles, qui est vraiment votre coup de cœur. Oui, parce que ça me permet justement de m'entraîner et de rencontrer de belles personnes. Il y a l'ALE, l'athlétisme des Chirolles, et il y a aussi l'ALESA, le sport adapté des Chirolles, où on fait des belles rencontres comme Nicolas Virapin, qui a porté aussi la flamme olympique à Rouen. Bien sûr, athlète magnifique. Voilà, athlète magnifique. Donc c'est un grand coup de cœur et je remercie la ville des Chirolles de tous ces bienfaits qui me donnent, quoi. Et c'est nous qui vous remercions, Yacine, d'avoir fait rayonner votre inspiration ici sur le plateau de Télé Grenoble. Merci Hélène et merci Aurélien. Très belle réussite à vous et encore merci de votre visite. À très vite. Merci. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.